Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation Objectif Sponsoring du média Feel Good. Donc aujourd'hui, le but c'est de parler des ligues, comment elles s'organisent, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs problématiques et aussi leurs enjeux économiques. Donc on va commencer tout d'abord en parlant des avantages donc de ces ligues qui se considèrent en somme un peu comme des marques à part entière. Tout d'abord, sur le premier élément, c'est la centralisation des droits médias. Euh, on parle souvent de droits TV, on en parle à une actualité dans le foot, dans le rugby, dans le basketball, surtout en France, et à l'échelle internationale, quand il y a des ligues qui fonctionnent bien et qu'économiquement, elles arrivent à drainer de l'intérêt des médias et du financement des médias, le premier élément, c'est qu'elle crée une mutualisation des revenus et une négociation collective pour les sports qui augmente du coup le pouvoir du marché. Exemple en NFL, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais le regroupement des clubs et la participation de tous les clubs dans la négociation des droits médias fait que derrière, dans le reversement qu'il y a à faire euh, une fois que le contrat est signé et les sous encaissés, que c'est beaucoup plus simple pour le fonctionnement vertueux de la ligue. L'effet de réseau. Plus une ligue est forte, plus les clubs sont forts et plus les sponsors en bénéficient. On le voit très bien aujourd'hui dans nos clubs de football, même en France. Une ligue qui est de plus en plus forte de par les talents qui y passent ou les talents qui y reviennent, et notamment un champion d'Europe qui ne cesse de faire rayonner le football français un peu partout dans le monde. Forcément, ça attise un intérêt. Les gens parlent, que ce soit dans les médias digitaux ou les médias traditionnels. Alors même s'il y a quelques couacs sur la diffusion des rencontres, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces clubs forts, ou bien du moins l'attractivité et le travail marketing qui est fait pour rendre la ligue forte ou les clubs forts font que les sponsors veulent s'y associer. Euh, que ce soit à la Ligue 1, que ce soit aujourd'hui au championnat de France de basketball, que ce soit aujourd'hui à la Ligue nationale de handball, que ce soit aussi la Ligue nationale de volley qui a très bien fonctionné ces dernières années, on se rend compte que le travail fait par les ligues et en collaboration parfois avec des agences pour être un peu plus attractive et forcément valoriser quelques clubs qui sont, on va dire, moteurs dans le championnat, font que t'arrives à raconter une histoire qui attire des sponsors et ça c'est super pertinent. La diversification des revenus pour une ligue, on parlait de droits TV dernièrement, mais aussi le licensing, là-dedans où la NFL ou la NBA sont très forts par exemple, les éléments de billetterie pour, on va dire, structurer et pousser les clubs à mieux travailler sur que ce soit la billetterie grand public ou bien la partie plutôt hospitalité, et ensuite les événements et les contenus digitaux que une ligue met en place ponctuellement pendant l'année pour encore valoriser ses assets. Capacité à innover, c'est aussi un élément important parce que dans une ligue, il faut savoir que tous ces outils ou tous ces canaux sont traqués de la façon suivante, c'est de connaître au mieux les différents personas qui suivent le championnat tout au long d'une saison. Donc forcément, si on connaît un peu plus son persona, on sait qui sont vraiment les fans qui sont là au quotidien, soit on peut mieux les servir, soit ça peut nous donner des billes et des outils pour aller potentiellement en chercher d'autres. Et d'où, pour certains, des expériences immersives. Vous voyez, voilà, par exemple, euh, des, des ligues qui ont collaboré pour avoir des micros sur les arbitres, des caméras sur les joueurs, des éléments comme ça qui sont importants à valoriser et qui font partie de l'expérience fan, tout simplement. Ensuite, un contrôle accru de la marque collective, parce qu'il faut une cohérence sur l'image, pour que tous les assets et tous les produits de la ligue continuent d'être valorisés, et la maîtrise de l'image collective des clubs ou des joueurs. Quand on va plus loin, maintenant, dans les défis et les inconvénients, on se rend compte que il y a parfois des conflits d'intérêts entre les clubs et les ligues, notamment sur la répartition des revenus, ou sur la gestion de certains revenus. On peut le voir notamment avec le football, sur les problématiques liées aux droits TV. Des clubs veulent directement créer, on va dire, des petits groupes pour se mêler de l'affaire,
pour faire en sorte de reprendre un peu le pouvoir dans les prises de décision. Et ça, c'est un élément qui parfois crée des frictions, surtout sur la répartition du coût du revenu, s'il y en a, parce que sinon, s'il n'y a pas de vannes qui descendent, c'est compliqué. Contrôle, on va dire, concentration excessive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Risque d'hégémonie économique, limitant la compétitivité. Ça revient aussi avec le point qui est tout en bas. L'idée, c'est de, quand une ligue est présente dans un territoire, est-ce qu'il n'y a qu'une seule ligue ou il y en a plusieurs? Parfois, on se rend compte que même aujourd'hui, dans un territoire européen, notamment dans le basketball, il y a une ligue privée qui est l'Euroleague, et à côté, il y a la FIBA qui fait son truc aussi. Donc, on va dire, c'est deux ligues qui s'affrontent sur un même territoire, et donc ça peut être très problématique parfois. Et il y a parfois sur certains territoires donnés, l'interdiction de se dire non, on veut pas de ligue concurrente, on veut rien qui puisse, on va dire, empêcher de nous développer économiquement. Et donc forcément, ça t'expose à des risques réglementaires et juridiques sur lesquels les ligues en fait doivent faire très attention à la façon dont elles communiquent auprès du grand public ou même d'un point de vue réglementaire et juridique. La pression constante sur la qualité des produits, il y a toujours cette ambivalence entre le niveau sportif et de spectacle, parce que une ligue va pouvoir par exemple pousser et dire nous pour notre identité c'est peut-être que bien que les jeunes jouent. On dit souvent par exemple les deuxième divisions, que ce soit au rugby, au basketball ou au football, doivent être des ligues de jeunes français par exemple. Et sauf qu'en fait on se rend compte qu'il y a des entraîneurs qui disent ouais mais en fait si moi je suis mal sifflé parce que j'ai mis un jeune, demain, moi, mon poste, il est en jeu. Peut-être que je vais perdre des matchs. Donc, en fait, cette dualité, elle est constamment présente. Et c'est pas toujours facile de trouver un équilibre qui est fiable. La pression constante sur la qualité des produits, ça veut dire qu'aussi, quelles opérations doivent être mises en place pour faire en sorte que les fans continuent d'augmenter ou de garder leur intérêt par rapport à la pratique versus ce que le divertissement qu'on souhaite vendre demain en sponsor. On le voit très bien aujourd'hui à NBA par rapport au Star Game, où il y a une vraie problématique. Ok, concours de dunk, pas concours de dunk, comment faire en sorte que le match garde son intérêt ou non. C'est ces éléments-là que la Ligue doit constamment réfléchir pour se renouveler et faire en sorte d'avoir un produit qui soit le plus qualitatif possible. Quand elle investit là-dedans des coûts de production élevés, marketing et d'événementiel, c'est souvent quelque chose qu'elle délègue notamment à des agences avec elle, mais c'est quelque chose aussi à prendre en considération sur la façon dont elle doit traquer les coûts pour s'organiser, parce que toutes les ligues n'ont pas des acteurs financiers qui sont derrière pour envoyer un peu les vannes et faire grossir le truc. Parfois, il y en a qui s'organisent un peu toutes seules, donc avec des moyens humains et matériels qui sont limités, et donc elle doit trouver des solutions pour quand même rester attractive et créer des rendez-vous pertinents. Les objectifs économiques clés, donc maximiser les revenus des droits de diffusion, donc sur la TV, le streaming notamment, optimiser la valorisation des licences officielles, donc ça fonctionne très bien quand la Ligue a un pouvoir notamment de marque auprès du monde entier, NFL, NHL, je pense que l'Euroleague aussi doit tendre vers ça, même s'il y a d'autres problématiques qui vont rentrer. Aujourd'hui, la Champions League, c'est exactement la Champions League ou la Première Ligue, c'est exactement le cas. La NCAA, c'est le cas, il y a des licences officielles. Donc, quand une ligue réussit vraiment à créer des produits en tant que tels qui font que les fans arrivent à consommer régulièrement, ou même avoir des jeux plus précisément sur des licences, ça fait vraiment du sens et c'est un moyen de gagner des revenus supplémentaires et de rentrer encore un peu plus dans le quotidien des fans. Développer la fanbase et l'engagement global, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parler de ce qui se passe avant les matchs, parler de ce qui se passe autour des matchs, parler de ce qui se passe pendant les matchs, parler de ce qui se passe après les matchs, et garder et construire un fil rouge qui fait que pendant toute une saison, les personnes qui veulent suivre une ligue savent où chercher le contenu, comment elles peuvent consommer le contenu, à quelle fréquence elles peuvent consommer le contenu, et dans ce cadre-là, faire en sorte de, on va dire, avoir une attache à une équipe. On est tous passés par là, quand on a commencé par exemple à suivre une ligue comme la NBA, se dire aujourd'hui c'est un pote qui m'en a parlé, et puis je suis commencé à regarder sur YouTube parce que l'accès est libre. Et je me suis attaché à un joueur.
Et ah, du coup, je me suis attaché à une équipe. Ah, du coup, j'aime bien suivre le feuilleton. Et en fait, ça dure plusieurs années comme ça. Et le fait est que dans cet engagement global, et dans le développement des fans, bah, la NBA l'a très bien compris. Et ce qui a fait que dès les années 80, 90, elle a commencé à s'exporter. Que ce soit sur des matchs ponctuels, des charity games, au début des matchs amicaux, une fois de temps en temps en Europe. Et puis maintenant, ça devient des rendez-vous où là, ces 2 dernières années, ils étaient à Paris, là, ils vont basculer en Allemagne, à un moment donné, ils ont basculé aussi bon, régulièrement à Londres, c'est pareil au Mexique, c'est pareil à Abu Dhabi. Et en fait, quand tu crées ces rendez-vous auprès des fans dans différentes périodes de l'année, bah, tu crées, on va dire, un engagement qui est supplémentaire. Renforcer la cohérence et la puissance de la marque collective, donc c'est comme on disait tout à l'heure, hein, les éléments que je vous ai mentionnés en haut sur les 3 premiers points là, donc maximiser, optimiser, développer, bah, ça veut dire bah, aussi quand sur chaque canal, on arrive à avoir une stratégie qui est identique ou bien qui est adaptée aux plateformes, bah du coup, derrière, ça crée encore un peu plus d'intérêt. Et si tu arrives à créer un peu plus d'intérêt, derrière, les gens vont en parler, ils vont en parler positivement. Et en fait, s'ils en parlent positivement, bah, c'est dans ce sens-là que tu peux avoir des partenaires supplémentaires et faire en sorte qu'on considère cette ligue comme une ligue premium dans son marché ou ligue pertinente dans son marché. Exploiter la data et monétiser les services, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure dans les éléments économiques, parce que c'est toujours pareil, quand tu arrives à traquer l'audience, quand tu arrives à voir qui est ce qui consomme le plus, à quelle période, même géographiquement, et ben c'est ça qui fait que tu arrives constamment à améliorer l'expérience aujourd'hui des spectateurs. Et quand on voit qu'aujourd'hui, je suis content de voir, moi, en tant que passionné de basket, de voir des matchs de basket, par exemple, à Roland Garros ou autre, bah, ça fait plaisir. Parce que derrière, tu arrives à avoir un, un stade qui a une vraie histoire dans laquelle peut-être d'autres personnes se disent ah bah ce serait sympa de voir ça dans ce cadre-là. En plus de ça, avec du beau jeu, en plus de ça, dans une compétition, même sur un week-end qui est un peu un one-shot, mais qui est très pertinent. Et ça fait du sens et on a envie de suivre un peu plus profondément les histoires autour des clubs qui ont fait notamment bah, la Super Coupe dernièrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, quand on rentre un peu plus en profondeur sur les exemples? Bah, aujourd'hui, 60% des revenus de la NFL, donc environ 15 milliards, viennent du coup de ces droits TV négociés collectivement. La première ligue, aujourd'hui, bah, c'est 5 milliards de livres en droits TV, domestiques et internationaux, en 2023. Donc pour vous dire que quand une ligue arrive à très bien s'organiser, voici le revenu qu'elle arrive à générer, et d'ailleurs quand c'est réparti bah, sur les clubs, bah, forcément, ça fait plaisir. Des ligues professionnelles qui se structurent pour devenir bah, voilà, autonomes et aussi avoir une stratégie qui sont précises. On a parlé de la centralisation des droits TV, donc après aussi bah, les droits commerciaux, data, d'image collective, mais aussi c'est elle qui les ligues fixent les règles du jeu. Bah, quel calendrier, quelles disciplines ou quelles fonctions vont être mises en avant sur des temps donnés et qui définissent les codes et les normes marketing pour tous les clubs de façon à ce que tout le monde puisse répéter des messages qui soient cohérents. Elles produisent parfois leur propre contenu, parce que quand elles ont des problèmes notamment pour la diffusion média, bah, elles créent leur propre plateforme, par exemple OTT, leur propre plateforme un peu de streaming, comme ça a été le cas avec LNBTV, comme c'est le cas maintenant avec Ligue 1+, et que derrière, quand elles produisent leur propre contenu, ben, elles arrivent à raconter des histoires supplémentaires auprès des fans et avec une liberté qui est la leur. Et quand le produit est bien travaillé, que la campagne est bien faite, bah, ça crée des éléments qui sont très, très réussis. Attention, ça reste quand même aussi des plateformes soit qui sont parallèles et qui sont passagères. Bien évidemment, quand vous êtes présent en télé et que ça peut permettre de générer des centaines de millions d'euros, bah, c'est pas la même. Elle structure la stratégie globale du sport professionnel, nationalement ou internationalement. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les ligues aujourd'hui, elles ont différents fonctionnements et parfois, les bienfaits d'une ligue va servir par exemple à une autre. Se dire que il y a quelques années, ben, la Ligue 1 était considérée un peu comme ou c'est encore le cas, la Ligue des talents. Bon, aujourd'hui, bah, on se rend compte que dans le basket, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, c'est le meilleur centre de formation d'Europe, on va dire, parce qu'on sort des gars en NBA, on sort des gars en Euroleague qui sont performants ou autres. Et donc, le rugby a un positionnement qui est différent parce que bah, on est considéré aujourd'hui comme la meilleure ligue du monde et que chacun a, on va dire, son positionnement et que ça va avoir un impact nationalement ou internationalement. Comment on va faire pour
faire en sorte que les clubs soient plus performants en Coupe d'Europe? Bah, peut-être en aménageant un peu leur calendrier. Comment on va faire que nos équipes nationales puissent rayonner? Bah, qu'est-ce que dans la compétitivité on peut mettre en place nationalement pour faire en sorte que les meilleurs talents nationaux soient valorisés? Exemple, il y a certains pays qui disent bon, faites jouer à chaque fois 4 joueurs du pays. Exemple, je sais pas moi, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Faites attention au nombre de joueurs que vous mettez en place. En fait, tous ces éléments-là doivent permettre de structurer globalement du coup le sport professionnel parce que le sport évolue. Le sport évolue, les athlètes sont différents, les règles sont différentes, les performances sont différentes. Il faut faire en sorte de garder une cohérence mondiale. Et elles garantissent voilà, la redistribution économique, hein, droit TV, droit marketing, que ce soit même sur les aspects sociétaux et économiques et écologiques. Voilà, on voit dernièrement avec plusieurs acteurs et annonceurs qui ont vraiment des intérêts pour ces aspects-là. Maintenant, quand on rentre un peu plus dans les détails, quel positionnement? Parce que chaque positionnement est différent. Certains ont une aura nationale, certaines ligues, pardon, ont des auras qui sont même internationales. Donc forcément, en fonction de ton aura, les partenaires vont pas être les mêmes. Il y a des partenaires qui vont être nationaux et d'autres qui vont être premium internationaux. Là, je vous mentionne Amazon, Google, Red Bull, etc. Des partenaires qui sont, par exemple, liés à Giron sur la NBA. Mais quand tu arrives déjà à avoir une image nette de ce que tu es, c'est beaucoup plus simple de créer des verbatims et une gestion de marque qui est cohérente et homogène. Aujourd'hui, par exemple sur le basketball, en France, aujourd'hui, qui en parle? Bon, on va dire, il y a des médias digitaux comme la First Team, il y a maintenant des micro-influenceurs qui parlent de plus en plus, qui font des réactions, etc. Ça crée quelque chose, mais aussi le fait est que c'est surtout des clubs locaux. Les clubs locaux qui arrivent à faire bonne presse, les clubs à Pau, les clubs à Gravelines, les clubs à Portel, les clubs vers Poitiers, La Rochelle, Lyon-Villeurbanne, etc. En fait, ça parle un peu à droite à gauche, et maintenant, c'est comment faire en sorte que tout le monde puisse se rallier au même sujet. Parce qu'en fait, ce qui était marrant notamment avec le basket français, c'est que à l'international, basket valorisé, en France, on en parle beaucoup, mais on ne parlait pas du basket qu'il y a chez nous. Et maintenant, c'est de plus en plus le cas. Et ça a été fait grâce notamment aussi à un travail effectué par la Ligue ou les agences avec lesquelles elle a travaillé. Et du coup, c'est cohérent. Et on a envie de s'y intéresser encore de plus en plus. Un modèle mix B2B et B2C, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as des produits médias à valoriser auprès de partenaires qui viennent chez toi et se dire, bon, je sponsorise cette ligue-là et j'en suis bien content parce qu'elle a un certain pouvoir dans mon territoire et que c'est cohérent par rapport à la stratégie marketing de la marque. Mais après, derrière, c'est de se dire, certes, créer une plateforme commerciale, c'est intéressant, donc d'où les éléments que j'ai partagés à l'instant, mais c'est aussi faire en sorte de faire grossir un peu ta communauté et faire en sorte que tout le monde suive le feuilleton tout au long de la saison, ou tout le moins qu'elle soit complémentaire à une autre activité. Et quand tu vois ça, ça veut dire que tu as deux aspects, et donc tu dois faire attention à la façon dont tu structures tes offres et la façon dont tu communiques tes assets. Donc le modèle de la première ligue aujourd'hui, tous les droits sont négociés par la ligue. Donc c'est un modèle qui est vraiment centralisé. Donc les clubs ne peuvent pas directement vendre leur image sur leur marché à l'étranger. La ligue doit d'abord le faire et après elle autorise certains éléments. Par exemple aujourd'hui, il y a plusieurs clubs, par exemple l'exemple Real Madrid qui a un compte, on va dire français, latino-américain, anglais. Donc voilà pour vraiment dissocier comment elle arrive à valoriser, on va dire, leurs droits, même si là part sur les médias digitaux, mais sur tout ce qui est médiatique en tant que tel et directement lié à des droits TV, c'est la ligue directement qui gère. Par exemple, NBC a signé un contrat de quasiment 3 milliards de dollars pour la diffusion aux États-Unis. Et donc, du coup, la première ligue partage une identité qui est précise sur les logos, le ton, les couleurs, pilotée depuis Londres, mais c'est elle qui gère tout et après elle redistribuera au club. La NBA, du coup, qui fonctionne comme une ligue, on va dire, inter-entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La ligue, aujourd'hui, la NBA, elle est propriétaire de tous les droits, de tous les contenus médias. C'est elle qui distribue les matchs, les highlights, les documentaires, qui autorise aussi d'ouvrir les vannes, un peu pour qu'il y ait différents aussi créateurs de contenu qui partagent les éléments. Et vu qu'elle centralise les revenus, donc, notamment avec différents sponsors, aujourd'hui, sa stratégie sur le territoire américain et à l'international, notamment, ça fait que
en 2023, générait 10 milliards de dollars de revenus. Et du coup, pour la redistribution, c'est plutôt intéressant. Mais vu que c'est un modèle de franchisé, c'est-à-dire que la ligue pilote tout, en fait, elle a des franchises du coup qui lui appartiennent, qui sont en dessous d'elle. Après, du coup, en fonction de si le marché, si c'est considéré un club comme une franchise comme un gros marché, un marché moyen ou un petit marché, et là, elle fait des calculs par rapport à la diffusion qui a été faite, notamment en prime time, ou bien sur les TV locales, là, du coup, elle redistribue de façon proportionnelle les droits TV à toutes ces franchises. La NFL, donc pour le coup, on a parlé du modèle le plus rentable du monde à l'heure actuelle, où du coup, chaque club est actionnaire de la ligue, et la répétition est ultra centralisée. Donc, tous les 32 franchises, 32 clubs, on va dire, de NFL, participent ensemble à la négociation des droits. Donc là, pour le coup, c'est quand même un modèle qui est différent. Quand on dit que, par exemple, sur la première ligue, il y a une équipe, on va dire, qui s'en charge de ça, là, pour le coup, il y a des personnes dans lesquelles ils disent non, on y va tous ensemble, on négocie tous ensemble. L'intégration verticale, du coup, TV, digital, merchandising, fantasy league ou les paris sportifs, fait que derrière, on rentre dans la maximisation de la monétisation. Et aujourd'hui, la NFL, en 2024, 110 milliards signés sur 11 ans euh, avec différents médias, soit Disney, CBS, Amazon ou autres. Chacun réparti de façon précise, mais en tout cas, ça crée un modèle qui est hyper puissant et hyper solide en tant que ligue qui se considère comme une marque. Donc, quand on fait un résumé rapide sur les enjeux spécifiques des ligues, on a la crédibilité du produit. Il faut qu'un championnat qui soit compétitif, qui ait des stars, avec du rythme de jeu, une histoire à raconter. L'uniformisation aussi, marketing qui est quand même clé. Il faut avoir quand même un ton pour des sortes de création de contenu et aussi avoir de la cohérence et de la répétition et une organisation pour faire en sorte de valoriser encore l'image de la ligue. La qualité de diffusion, que ce soit des médias ou des plateformes OTT. La capacité à investir dans la technologie pour améliorer encore l'expérience fan et améliorer encore plus les conditions de performance pour les joueurs notamment. Et derrière, stabiliser les revenus médias et créer face, on va dire, aux nouvelles habitudes, que ce soit le streaming, les highlights courts, les réactions d'après-match, tous ces éléments-là, les commentaires, les likes ou autres, tout ce qui va faire en sorte que les gens vont régulièrement parler de la ligue, parler de ses performances, parler des clubs, parler des joueurs, pour faire en sorte du coup de se caler aux habitudes et caler aussi aux nouvelles façons de consommer du contenu, tout simplement. Donc c'était tout sur le sujet sur les ligues, sur la formation Field Goal Objectif Sponsoré. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter, poser des questions, même, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai vu que ça commence petit à petit à augmenter la communauté, donc ça fait vraiment plaisir. Je vais partager encore régulièrement des informations et des formations gratuites sur le sujet. Donc n'hésitez pas à soutenir le projet. À très vite, salut.